Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct par Périscope, aux journalistes qui sont présents, à ceux qui nous suivent aussi à distance. Je suis heureux en tant que délégué général d'Alliance Vita d'avoir à mes côtés Jérôme Fourquet, qui est directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et qui a réalisé à notre demande un sondage sur ces fameuses directives anticipées. Alors comment va se dérouler notre conférence de presse? Je vais présenter en quelques secondes cette journée, cette campagne qui est très importante pour Alliance Vita. Je laisserai la parole à Jérôme Fourquet pour analyser le résultat du sondage que son entreprise a réalisé pour nous. Et puis ensuite, on aura successivement Henri de Sauce, qui est secrétaire général d'Alliance Vita, mais qui, surtout aujourd'hui, est le coordinateur de SOS Fin de Vie. Et Henri nous parlera, en juriste si j'ose dire, des directives anticipées. En quelques minutes, rappellera le dispositif légal. Je laisserai également la parole à Caroline Roux qui nous présentera, en tant que responsable des services d'écoute d'Alliance Vita, dont elle est déléguée générale adjointe, la façon dont le public que nous avons tous les jours, puisque nous avons ce service d'écoute et d'aide SOS Fin de Vie, dont le public aborde ces questions très sensibles. Est-ce qu'il est familier ou pas des directives anticipées et quelles sont les demandes particulières qui nous sont faites. Et puis on a la chance d'avoir deux soignantes, je ne sais pas si le soignant est approprié pour psychologue, je pense, Claire Pellissier et Marie Vanois. Claire Pellissier est psychologue en soins palliatifs et Marie Vanois est médecin omnipraticien, c'est comme ça qu'on dit, donc confronté avec ses patients au quotidien à leurs questions. Alors en quelques mots, notre campagne d'aujourd'hui, c'est à la fois bien sûr un sondage d'opinion, mais c'est aussi une enquête de rue que nos équipes dans 100 villes vont réaliser en centre-ville à partir de midi et qui vont donc rencontrer des Français, j'en dirai quelques mots. Et puis c'est la diffusion en grande première de notre tout nouveau guide des directives anticipées, qui est à la fois un livret explicatif et pédagogique, et qui également contient un formulaire, une carte qu'on peut porter ce soir, bref, un tout en un que nous avons testé et qui répond à cet enjeu majeur et encore relativement méconnu des directives anticipées. Je laisse la parole à Jérôme Fourquet pour nous parler de ce sondage. Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en quelques mots les résultats de cette enquête que l'IFOP a réalisée pour Alliance Vita. L'enquête a été réalisée très récemment, du 13 au 16 octobre, auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes. Et donc on est sur une méthodologie on ne peut plus classique. Le but de cette enquête, c'était d'essayer d'appréhender le niveau de connaissance et d'appropriation par le grand public de cette nouvelle mesure qui s'appelle les directives anticipées. Alors je dis essayer d'appréhender parce qu'on est sur un sujet éminemment sensible qui est peut-être un des ultimes tabous dans notre société, celui de la mort et de sa propre fin. Donc c'est pas un sujet évident à aborder dans une enquête d'opinion. Donc la première question portait sur le fait de savoir si les personnes avaient ou non déjà rédigé leurs directives anticipées. Et bien que nous expliquions assez précisément de quoi il retourne, on a le sentiment, à la mesure de ce premier résultat, que en fait, ce qu'on mesure là, c'est plutôt le haut d'une fourchette sur la proportion de personnes qui, psychologiquement, se sont déjà projetées dans leur propre fin et ont commencé à y réfléchir ou à en parler à leurs proches, puisque on a 86% de nos concitoyens qui nous disent qu'ils n'ont pas rédigé leur directive anticipée. Donc un premier niveau d'analyse, on va dire, voilà, cette question des directives anticipées n'est pas du tout rentrée encore dans les esprits et dans la pratique commune. On a une minorité quand même de 14% qui est non négligeable, qui nous dit qu'elle l'a déjà fait. Mais encore une fois, ce 14%, de notre point de vue, il n'est pas à prendre au pied de la lettre, même si, c'est le cas de le dire, on expliquait bien qu'il fallait avoir rédigé ses volontés. Et donc sans doute qu'on est encore une fois sur une mesure assez haute, mais qui permet d'évaluer quelque part le potentiel de personnes qui ont déjà franchi un certain nombre de barrières psychologiques et qui se sont penchées sur la question sans pour autant éventuellement cocher toutes les cases de la réglementation et donc d'avoir rédigé ces directives anticipées. Du coup, on peut poser une deuxième question dans cette enquête,
à notre énorme partie de l'échantillon, 86%, qui n'avaient pas encore rédigé et manifestement qui ne s'étaient pas non plus penchés sur la question. On leur demande pourquoi elles ne sont pas passées à l'acte. Alors il y a toute une série de motivations qui ressortent. La première massive, 42% des personnes interrogées nous disent qu'elles ignoraient, avant que l'IFOP vienne les déranger, l'existence de ces directives anticipées. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail. Autre élément important, on citait 4 modalités de réponse. Il y a quand même 21% des personnes interrogées qui nous disent qu'aucune des raisons qu'on avait proposées à leur sagacité ne correspond à ce qu'elles pensent. Et donc ça traduit, alors soit qu'on n'a pas bien fait notre boulot, c'est une hypothèse, soit également le fait qu'on soit sur un sujet tabou et qui soit, pour beaucoup de Français, totalement occulté à date, hein, qu'on ne se préoccupe pas de cette question. Parmi les autres réponses qui sont évoquées, 16% nous disent « j'en avais entendu parler mais je ne souhaite pas penser à ma fin de vie », donc on est bien là sur le frein ou le blocage psychologique. 13% « je ne trouve pas légitime de décider par avance de ma propre fin de vie ». Et puis 8% qui disent « je voudrais le faire mais je trouve ça compliqué », alors soit au niveau très pratique, soit aussi encore une fois psychologiquement de prendre la plume et de coucher par écrit tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que autant sur la première question, on n'a aucune variation des résultats selon les tranches d'âge. Hein, et donc, qu'on soit jeune ou plus âgé, tout le monde se trouvait à peu près en situation équivalente. Autant sur la deuxième question, on voit que là, il y a des écarts assez significatifs entre la moyenne des Français et les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, qui nous disent à 21%, donc quasiment 2 fois plus que la moyenne, qu'elles ne trouvent pas, par exemple, légitime de décider par avance ce qui serait bon pour soi en fin de vie. On peut recouper ça avec d'autres enquêtes qu'on a pu faire à l'IFOP sur la question, par exemple, de l'euthanasie, hein, où on voit que plus on avance en âge, plus les réponses aux questions qu'on peut poser vont différer, parce que soit on a soi-même des proches qui ont été concernés par ces épisodes très douloureux, soit l'âge aidant, on a des individus qui envisagent beaucoup plus pratiquement et concrètement leur propre fin de vie, et donc qui les amène à nuancer quelque peu le propos général qui peut être retenu. Autre spécificité de ces 65 ans et plus, elles disent un peu moins que la moyenne, 34% contre 42%, qu'elles ignoraient l'existence des directives anticipées. Donc on voit qu'il y a un niveau de notoriété qui est un peu plus fort sur les générations les plus âgées. Encore une fois, soit pour elles-mêmes, soit avec une moyenne d'âge de la population qui augmente, qu'elles aient été confrontées à la fin de vie de leurs proches ou par exemple de leurs parents dans une période relativement récente, et qu'elles étaient, via des professionnels de la santé ou autres, mises au courant de l'existence de ce type de notions. Donc c'est à la fois un dispositif qui est relativement récent, mais, si je puis dire, circonstance aggravante, qui touche un sujet éminemment sensible, voire tabou. Tout ça converge vers le fait que ce soit très peu encore approprié par le grand public. Donc voilà un petit peu les résultats qu'on pouvait en tirer. On mentionne également, il y a un tout petit écart, que parmi les personnes qui se revendiquent catholiques pratiquantes, il y a un peu plus de réponses sur le fait d'avoir rédigé ces directives anticipées, parce qu'il y a aussi sans doute une approche un peu plus construite dans ces publics-là sur sa propre fin, ce qui se passe après, etc. Mais même dans ce public-là, on est sur des résultats qui sont relativement étroits, hein, ce qui montre encore une fois la puissance des freins et des verrous. Un grand merci, Jérôme Fourquet, pour ces analyses. Comme vous, on a été surpris par le 14%, comme s'il était finalement plus fort que ce qu'on imaginait. Et j'ai entendu, et je reprends bien volontiers à mon compte, le fait que c'est une fourchette haute par rapport à peut-être la réalité de la rédaction de ces directives, d'après notre expérience de terrain. Et par ailleurs, sur cette grande part de personnes qui n'ont pas adhéré aux critères que nous leur proposions, vous évoquiez le tabou, et nous on se dit peut-être que c'est aussi de la confiance. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent finalement j'ai envie de faire confiance aux médecins et aux proches. En tout cas, c'est une hypothèse que nous pouvons peut-être formuler. Je ne sais pas ce qu'en pensent les praticiens, mais je vais laisser la parole à Henri de Sauce, notre secrétaire général, et qui coordonne les écoutants de SOS Fin de Vie, pour nous présenter les directives anticipées.
Alors, quelques mots sur le cadre légal et puis aussi donc, une présentation un peu plus précise de notre propre guide. Le cadre légal, donc vous vous souvenez peut-être que le terme même de directive anticipée, ce sont finalement des consignes, des souhaits, des demandes, des instructions concernant notre prise en charge médicale ou plus large au cas où nous ne pourrions plus nous exprimer, que ce soit en fin de vie ou à la suite d'un coma prolongé, etc. C'est né d'une loi, la fameuse loi Leonetti de 2005. À cette époque, les directives étaient valables 3 ans et le médecin n'était pas forcément tenu de les suivre. Il devait les connaître, mais pas forcément les suivre. La dernière loi sur la fin de vie, appelée Claes-Leonetti de février 2016, a modifié assez profondément ce dispositif en le renforçant, avec une volonté que les Français davantage s'approprient cet outil. Les points clés de ce nouveau cadre, c'est d'abord ce qu'on a appelé qu'elle devienne contraignante, mais sans être opposable. Contraignante, ça veut dire que le médecin, ses demandes s'imposent en principe, mais il y a quand même des cas où il n'est pas tenu de s'y conformer parce que soit il y a une urgence vitale, une urgence médicale, c'est-à-dire vous êtes sur le bord de la route, vous avez un accident, on ne va pas chercher d'abord à téléphoner, savoir si vous avez des directives. Ou alors si ce que vous avez écrit est manifestement inapproprié par rapport à la situation que vous vivez. Et dans ce cas-là, le médecin, en conscience, peut les écarter. À ce moment-là, il faut qu'il suive ce qu'on appelle une procédure collégiale et l'inscrire dans le dossier médical. Ces directives n'ont plus de limite de durée. Donc elles peuvent être aussi bien sûr modifiables à tout moment et puis on peut les garder sur soi, les donner à sa personne de confiance, on peut à son médecin traitant, etc. Donc sur la personne de confiance aussi 2-3 mots, c'est un dispositif qui est né en 2002, donc vous voyez avant même le dispositif de directive anticipée. Et c'est la personne finalement qui est votre porte-parole, c'est celle qui va savoir, quand vous ne pouvez pas vous exprimer, qui va pouvoir dire je pense que dans telle situation il aurait voulu ça pour lui. Et donc cette personne de confiance est davantage confortée dans la loi de 2016. Ça, c'est donc ce cadre général que vous retrouverez soit dans le dossier de presse, soit sur notre site SOS Fin de Vie, une fiche très complète à ce sujet-là. Alors, concernant notre guide lui-même, qui est finalement le point essentiel de la journée, on est parti d'une double conviction. D'abord qu'on a une très longue expérience, comme on l'a cité tout à l'heure, grâce à notre service d'écoute SOS Fin de Vie, une très longue expérience de ce que les personnes, les Français ont comme peur, comme confusion, comme souhait, comme attente, comme question sur leur fin de vie. Et à ce sujet-là, donc depuis plus de 10 ans, on avait créé une première carte qu'on avait appelée Vigilance Fin de Vie, qui contenait elle-même une charte dont je vais parler. Et ce document a été diffusé déjà à des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires ces dernières années. Et on continue d'ailleurs toutes les semaines à nous en demander. Et le deuxième constat qu'on a fait, la deuxième conviction, c'est qu'il y a finalement une volonté politique qui se déploie pour que les Français davantage s'approprient ces directives et les rédigent. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais il y a une volonté. Et donc, de ce document qui est finalement d'abord un document intime, personnel, ça devient aussi une question politique, une question de société. Voilà. Et donc, on ne pouvait pas ne pas en parler à cause de notre expérience. On ne pouvait pas laisser les Français, je dirais, sans leur proposer un outil qui, nous pensons, répond vraiment à leurs attentes. Alors, dans ce livret, dans ce qu'on appelle ce guide, vous le feuilleterez. Vous voyez, il y a des documents pour réfléchir, des documents d'information, une infographie pour donner le dispositif, et puis il y a un formulaire détachable qui est le cœur des directives anticipées, et puis une petite carte que vous pouvez également glisser dans votre portefeuille. Je voudrais simplement insister sur 2 points. Ce que nous appelons la charte des droits des personnes en fin de vie, c'est vraiment le cœur de notre dispositif. C'est le texte qui est écrit et finalement qui se suffit à lui-même. C'est un texte où chaque mot a été pesé avec des années d'expérience pour que les personnes puissent se l'approprier et se dire finalement c'est bien ça que je veux. C'est à la fois simple mais précis, avec un premier paragraphe sur les aspects médicaux et un deuxième sur les aspects plus d'accompagnement relationnel de la personne, et qui se termine par finalement une formule qui est presque un slogan qui résume tout, qui est ni acharnement, je ne souhaite ni acharnement thérapeutique ni euthanasie. C'est le cœur de notre message et c'est l'état d'esprit général. Et finalement, ça se suffit à lui-même. Une personne peut simplement mettre son nom, ce que j'ai fait, et je signe, et ce sont mes directives anticipées. Parce que je ne sais pas encore ce que je peux dire sur autre chose aujourd'hui, parce que je suis plutôt en bonne santé. Et puis,
Ensuite, on a proposé d'autres précisions. Au fur et à mesure où on aborde une maladie grave ou un handicap, on peut apporter des choses. On peut bien sûr nommer sa personne de confiance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, ce qui est une autre originalité, on a complété par d'autres demandes, parce qu'on a fait des enquêtes de rue, on a testé ce formulaire auprès de centaines de personnes il y a quelques temps, et nous ont incité à rajouter des choses qui ne sont moins médicales, mais qui sont tout aussi importantes pour elles. C'est par exemple le lieu où on veut choisir sa fin de vie, domicile ou hôpital, les personnes qu'on souhaite voir avant de mourir, est-ce qu'on souhaite un accompagnement religieux, spirituel, et puis le don d'organes, qui est une question que les personnes de plus en plus se posent, qui est une question difficile, et là aussi on a proposé un document très complet sur notre site internet pour aider les gens à réfléchir de façon éthique sur le don d'organes. Voilà, donc ce document, finalement, on espère qu'il va répondre aux attentes d'une grande partie des Français, parce que c'est un document que je considère personnellement comme pédagogique dans sa présentation, riche dans son contenu, simple à utiliser, facile à conserver. Donc finalement, on espère vraiment que ça va être un outil, un document qui répondra vraiment à l'attente d'une grande majorité de Français. Un grand merci à Henri de Sauce qui a rédigé ces directives anticipées, parce que je les ai vues, j'ai juste jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait la signature. C'est aussi un grand encouragement pour tous les volontaires d'Alliance Vita qui aujourd'hui sont sur le terrain dans 100 centres-villes pour les diffuser. Alors ils le font d'une manière originale en commençant par une enquête. Et ça c'est un peu, je dirais, une force aussi d'Alliance Vita d'aller à la rencontre des Français pour les interroger. Nous avions eu je pense on peut dire le culot, d'interroger il y a quelques années les Français sur la façon dont la mort d'un proche avait pu leur donner un enseignement sur la vie. Nous avions eu des milliers de conversations essentielles et très fraternelles, aboutissant à 1 millier de verbatim écrits et photographiés que nous avons largement diffusés. Et aujourd'hui, nos équipes vont, et là c'est un scoop que je partage avec vous, ils vont aller dans les rues pour poser une question aux Français. Qu'aimeriez-vous faire avant de mourir ? Voilà, pour avoir avec eux à nouveau une conversation importante qui nous positionne, je vous dis le fond le sens de cette question dont nous savons qu'elle va ouvrir à beaucoup de choses très belles parce que nous l'avons aussi testé, ça nous positionne en mortel. Et quand on se positionne en mortel, eh bien on a envie de réfléchir à sa vie d'une manière positive. Alors je vois que c'est techniquement possible, on va vous proposer 1 minute 30 d'un test que nous avons fait à Lyon et qui a été filmé. Voilà ce que les Français nous ont répondu, à Lyon en particulier, et puis ça va être le cas dans 100 villes aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien manger un McDonald's parce que je suis au régime depuis 2 mois. Je crois que je réfléchirais sur ce qu'a été ma vie et si j'ai fait dans ma vie tout ce que j'avais à faire. Réfléchir au sens de cette question. Fumer une clope. Voir mes enfants réussir dans la vie. J'aimerais sauter en parachute. Avoir une famille, être heureux, être bien. Faire ma prière. Dire à tous ceux que j'aime que je les aime et qui comptent pour moi. Apprécier chaque jour. Un dernier voyage. Visiter beaucoup de pays que j'ai jamais pu faire quand j'étais plus jeune. Simplement être content d'avoir fait ce que j'ai fait de ma vie. Embrasser tout le monde, dans la paix et dans la sérénité. Voir la société s'améliorer. Écrire mes mémoires, bien sûr. Ce que je fais tous les jours, je pense qu'il faut profiter du moment présent. Oh là là, connaître Dieu. Me rapprocher de la nature. Guérir ma sciatique. Profiter de la vie le mieux possible en rigolant. Prendre mes enfants dans mes bras. Avoir une grande famille. Parce que j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Suivre mes rêves. C'est être bien à l'intérieur de soi. Je vais voir tous ceux que j'aime et j'en dis que je les aime. Voir mes enfants. Je crois que je fais tout ce que j'ai envie de faire. Si je devais mourir demain, je rentrerais chez moi déjà faire un gros câlin à toute ma famille. Embrasser ceux que j'aime. J'aurais peut-être peur de ne pas avoir été ce que j'aurais dû être. Être le plus heureux possible et être entouré de sa famille. Dire merci à la vie. Faire le tour du monde. Je voudrais être consciente que je vais mourir. Je me suis toujours posé cette question et je voudrais que toujours ma réponse soit faire ce que je suis en train de faire maintenant. On va avoir donc dès ce soir la remontée très précise parce que nos volontaires vont noter très précisément ce qui leur aura été dit. Et ensuite, ils sauront aussi si c'est un homme ou une femme et l'âge de la personne. Et nous pourrons donc analyser ces retours spontanés. Et nous le savons, dans nos grandes enquêtes, on en a fait sur la filiation, sur d'autres, auprès des personnes âgées, sur les messages qu'elles veulent laisser. Ça nous permet de nous ancrer vraiment dans cette réalité. Et bien sûr,
au décours de cette enquête, eh bien, nous allons proposer à la personne de faire une chose avant de mourir. Cette chose que nous avons fait déjà plusieurs d'entre nous et nous avons incité nos volontaires à le faire, c'est-à-dire de rédiger leur directive anticipée. Voilà, je vais laisser la parole à Caroline Roux qui, au nom du service SOS Fin de Vie, elle coordonne nos services d'écoute, va nous dire un peu comment les Français abordent ces sujets avec nous, quelles sont leurs inquiétudes et leurs souhaits. Alors, comme on l'a dit précédemment, ce service SOS Fin de Vie est né en 2004, après l'épisode de la canicule à l'été 2003, où il y a des milliers de personnes âgées qui ont été emportées. Et ça nous a motivés pour être à l'écoute des personnes confrontées à des fins de vie difficiles, mais aussi au suicide, au deuil. Et c'est vrai que nous sommes un observatoire particulièrement actuel de ces questionnements. Et je dirais, parmi les premiers questionnements qui nous sont confiés, où les personnes ont des questions, des difficultés, des peurs, c'est autour de la prise en charge médicale. Et que ce soit de la personne elle-même qui nous écrive ou de la part de la famille. Et on a beaucoup de questions autour de est-ce que mon frère, mon père, est-ce qu'on n'est pas dans l'acharnement thérapeutique ou bien est-ce qu'on en fait assez? Donc on a les deux versants. Je me rappelle de cette femme dont la mère avait une maladie d'Alzheimer et qui se demandait pourquoi on n'allait pas l'opérer d'une quelque chose dont elle souffrait. Et le médecin avait préféré que non, en disant qu'il y aurait moins de bénéfices. Et cette femme ne l'entendait pas et elle disait mais on pense que ma mère ne vaut plus le coup, je suis révoltée. Et en fait, on a engagé un dialogue, encouragé à engager un dialogue pour qu'elle comprenne bien que le bien de sa mère passait par ne pas trop s'acharner. Donc vous voyez, c'est ça qui nous frappe, c'est que les personnes ont des questionnements et on comprend tout à fait, et qu'il faut du temps, et on engage beaucoup au dialogue avec les soignants qui puissent poser leurs bonnes questions, parce que la blouse blanche souvent fait peur. Et puis voilà, il y a aussi beaucoup d'évolutions autour de la prise en charge de la douleur, et les personnes ne sont pas toujours, sont un peu dans la confusion au travers de tous les termes qui sont employés et aussi des débats médiatiques. Je me rappelle il y a quelques années un vieux monsieur, enfin c'était sa fille qui nous appelait en disant qu'elle était bouleversée parce que son père disait, qui était dans une maison de retraite, voulait aller avoir un suicide assisté en Suisse parce qu'il ne supportait plus la douleur qu'il avait, enfin il était mal pris en charge. Donc on a creusé avec cette femme et on s'est aperçu en effet que dans cette maison de retraite il était mal pris en charge. On a cherché avec elle un centre de soins palliatifs qui était à une rue juste à côté, et c'était incroyable. Mais en fait voilà, il y a des moments, des dysfonctionnements. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est mal pris en charge dans les maisons de retraite, mais il y a un moment des dysfonctionnements et qu'il faut pouvoir éclairer les personnes et voilà, les aider à poser de bonnes questions. Donc je dirais depuis quelques années on se dit vraiment ce qui est primordial, c'est cette relation entre soignants et soignés, qu'elle puisse être parlée, qu'il puisse y avoir de l'écoute, c'est vraiment important. Et puis c'est toute cette confusion. Par exemple, des gens nous disent en fait on a euthanasié mon père. En fait on n'a pas euthanasié son père. C'est ces mélanges entre euthanasie passive, euthanasie active. Et en fait non, cette personne, c'était des limitations de traitement qui étaient normales par rapport à la situation de son père. Mais je crois que les personnes sont un peu perdues aujourd'hui par rapport à tous ces termes médicaux. Le droit du patient à dire ce qu'il veut n'est pas si facile. Et c'est souvent la famille qui est confrontée à ça, avec beaucoup de culpabilité. Quand est-ce qu'on va limiter les traitements et du coup, tout ça peut évoluer. Il peut y avoir aussi des conflits familiaux. Hein. On les accompagne aussi. En tout cas, on aide les personnes à se parler, hein, on ne remplace pas les personnes, et ça c'est clé. Et puis enfin, en fait, depuis, avec l'évolution des débats, on voit des personnes qui prennent peur ou qui sont dans la confusion. Et je me rappelle au moment quand il y a eu toute l'affaire autour de Dr Ben Maison, et donc c'est ce médecin qui était accusé d'avoir accéléré la mort de ses patients âgés. On a vu des personnes et des entourages de personnes nous écrire en disant qu'ils avaient peur d'être à l'hôpital. Et alors, il ne s'agit pas de faire monter des psychoses, mais toujours que les personnes puissent l'exprimer et qu'elles puissent le dire au personnel soignant autour pour ne pas radicaliser les choses, mais toujours être en mesure de dire quel est leur désir profond.
Et puis là, de plus en plus, notamment ces dernières années, nous avons des demandes justement de cette carte que nous avions avant avec cette charte, des demandes de directives anticipées qui correspondent à la loi de 2016. Et donc ça, par exemple, dernièrement, c'était une dame qui disait oui, j'ai vu dans un média que vous aviez des directives anticipées et j'en voudrais une pour moi et ma jumelle de 90 ans. Donc c'était assez touchant. Et donc nous commençons déjà à les envoyer. Merci Caroline. En filigrane, derrière ce que Caroline Roux nous exprime, se dit aussi la position d'Alliance Vita vis-à-vis des directives anticipées. Elles peuvent être, à notre avis, un très bon moyen d'engager le dialogue et de favoriser le dialogue avec les soignants. Et donc de fonder leur fin de vie sur une relation de confiance avec leurs proches et leurs soignants. Elles pourraient aussi, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés aux directives qui auraient été opposables, fermer ce dialogue. Et aboutir même à l'absurdité qui serait de faire du patient un prescripteur, comme s'il avait toute compétence pour décider de questions médicales qu'il ne connaît pas. Si vous me demandez si je veux une trachéotomie ou une gastrostomie, qu'est-ce que vous voulez que je réponde aujourd'hui? Et en situation, eh bien, il faut absolument qu'il y ait de la confiance, parce c'est très difficile d'avoir une conscience vraiment éclairée, une conscience éclairée s'il n'y a pas la confiance. Et donc Alliance Vita, de toute façon, ne pouvait pas faire autrement que de se saisir de ces directives anticipées qui vont inéluctablement être généralisé. Il y a des expérimentations aujourd'hui avec ce fameux dossier médical partagé dans un certain nombre de départements. Donc nous souhaitons privilégier ces directives qui favorisent la confiance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité 2 soignants expérimentés à nous dire leur regard sur ces sujets. On va peut-être poser la question d'abord à Marie Vanois, qui est médecin omnipraticien. Et qui donc est en première ligne dans son cabinet, Marie. Oui. Alors que peut-on dire des directives anticipées telles qu'elles sont énoncées dans la loi fin de vie de 2016 du point de vue d'un généraliste? Alors moi je vois d'abord un avantage, comme un avantage le lieu de la consultation médicale. Parce que c'est vrai qu'on peut profiter de cet espace de parole. Les patients viennent depuis plus ou moins longtemps. On s'y sent, j'espère, en famille. Et disons que c'est un lieu de confidence. Donc parler des directives anticipées au cabinet médical ou en consultation à domicile peut aider les gens à lever le tabou à propos de la mort. Ensuite, c'est pour moi l'occasion de collecter des données qui me permettent de mieux connaître les patients, de mieux connaître leur environnement, de mieux connaître ce qu'ils portent et de nourrir le lien de confiance entre eux et moi. C'est vrai que personnellement j'ai un caractère plutôt optimiste et j'aime voir le verre à moitié plein. Et c'est pour moi parfois difficile d'accepter d'ouvrir le dialogue quand on doit faire l'annonce d'une longue maladie, quand on doit se saisir de l'occasion du décès d'un proche pour parler de ce que ça évoque chez le patient et qu'est-ce qu'il souhaiterait pour lui-même. Mais je travaille à ces résistances et à cette pudeur et je ne refuse pas la discussion qui peut énormément aider les patients et m'éclairer moi sur ce que je pourrais leur proposer par la suite. Donc ce qui m'inquiète un tout petit peu par rapport à ces directives anticipées, c'est ce dont a parlé Henri, c'est le côté contraignant. Ce terme contraignant introduit une raideur, une rigueur, finalement une contrainte dans un espace où d'expérience, je vous garantis qu'il faut beaucoup de souplesse et d'adaptabilité. J'accompagne des patients en fin de vie à domicile. Ça arrive que dans les derniers jours, il faille revenir plusieurs fois pour adapter les prescriptions, heure par heure presque. Les choses ne sont pas gravées dans le marbre finalement. Les patients projettent des choses, mais il faut savoir garder une certaine souplesse. Dans la plupart des cas, on arrive à trouver avec les patients des soins adaptés, des soins proportionnés pour les accompagner les douleurs et leurs angoisses qui sont vraiment réelles en fin de vie. Si l'on se met dans des situations un petit peu d'exigence où les patients deviendraient autoritaires ou ayant des demandes contraires au code de déontologie, on se retrouverait dans une impasse ou dans de grandes difficultés de compréhension.
En fait, on est un petit peu le patient, son entourage et nous, les médecins et puis tous les soignants, un peu comme dans le même bateau, finalement, et on essaye de tenir sur une ligne de crête. Il y a un point d'équilibre à trouver entre exercer, dispenser des soins palliatifs de qualité pour ne pas tomber ni dans l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, ou bien dans des soins abandonniques ou le refus de soins, voire l'euthanasie. Donc finalement, je souhaiterais que des soins palliatifs de bonne qualité puissent être donnés à tous les patients et on ne serait pas là à discuter de ces subtilités législatives. Donc en fait, j'encourage à ouvrir la discussion, à bien se comprendre entre patients et soignants, sans aucun angélisme, en toute réalité. Je pense que tout peut être dit et le maximum doit être mis en œuvre pour être au plus près du respect du patient jusqu'à son dernier souffle. Donc une excellente, un côté professionnel irréprochable et à la fois une grande humanité. Voilà. Merci beaucoup au docteur Marie Vanoy. En écoutant cela, je pensais à ces assez nombreuses personnes qui expriment, y compris sur des directives anticipées, et peut-être le feront-elles sur nos directives telles que nous les proposons, de vouloir mourir à domicile, mais qui à un moment, on a eu l'expérience, certains d'entre nous, ont souhaité mourir à l'hôpital. D'où la nécessité, effectivement, de maintenir ce lien étroit pour ne pas prendre quelqu'un au mot d'un souhait qu'elle peut avoir en tant que bien portant ou en début d'une maladie, mais elle peut changer de souhait, elle peut avoir envie d'être sécurisée à l'hôpital. Ça arrive assez fréquemment et du coup, qu'effectivement, ça ne soit pas gravé dans le marbre, mais que ça soit toujours révisable grâce à ce dialogue. Alors, dernière intervention avec Claire Pellissier, psychologue, avec une grande expérience d'accompagnement en soins palliatifs, d'accompagnement de personnes et d'équipes. Quel est votre regard, Claire, sur ces directives anticipées ? Alors, lorsque je me pose cette question des directives anticipées, je pense à une patiente que j'appellerais Louise. Alors Louise est arrivée dans notre service, elle avait à peu près 75 ans. Elle est arrivée avec 2 fils qui approchaient la cinquantaine. Elle était accompagnée par eux et elle était en fin de vie. Louise, c'était vraiment une femme forte, c'était une femme décidée, indépendante. Et elle avait écrit plusieurs années à l'avance, au début de sa maladie qui a été longue. Je voudrais que lorsque je ne peux pas marcher seule, me nourrir seule, être autonome dans mes gestes, je voudrais être endormie et que ça se termine vite. Voilà, en fait, ses fils aussi portaient ce souhait, ils ont apporté le papier, ils ont dit, voilà, vraiment, c'est son souhait, c'est ce qui a été écrit, c'était signé. Et je me souviens très bien de cette femme très très décidée, qui était persuadée qu'être autonome pour elle, c'était pas vivable. Et voilà que 2 ou 3 semaines après son arrivée, est arrivé ce qu'elle redoutait, c'est-à-dire qu'elle a eu les premiers signes de perte d'autonomie. Et alors ça a été difficile pour elle, vraiment, elle en a souffert, mais elle a été très étonnée, parce qu'en fait, elle ne trouvait pas du tout ça insoutenable. Elle a été étonnée parce que ses priorités ont changé, elle a découvert des choses de sa vie qu'elle ne faisait pas tellement avant, lire, passer du temps à parler avec le personnel soignant, écouter de la musique, passer du temps juste pour vivre, voilà. Et elle en a été heureuse et elle en a été la première étonnée. Et donc, elle ne parlait plus du tout de ces directives anticipées. En revanche, ses fils qui étaient là, je me souviens toujours de leur visage pétrifié. En fait, ils s'étaient pas du tout préparés à ce que leur mère perde son autonomie, puisqu'ils s'étaient dit que de toute façon, voilà, tout était écrit, ce ne serait pas possible. Et ils étaient à côté d'elle, le visage fermé, et ils disaient, elle n'aurait pas supporté d'être dans cet état. Et ils disaient ça devant elle, qui était là, qui au départ a essayé vraiment de les rassurer en leur disant, voilà, je vis aujourd'hui quelque chose, je ne pensais pas que c'était possible, je ne sais pas pour demain, en tout cas aujourd'hui, eh bien je vis, c'est difficile, je souffre, mais en fait, je vis bien quand même. Et eux ne l'entendaient pas. Ce qui fait qu'à partir du moment où elle a saisi ça, eh bien, elle dormait en fait quand ils venaient. Et donc, ils répétaient sans cesse. Ils étaient très fermés. C'était très impressionnant. Ça m'a marqué vraiment leur visage. Alors, pour moi, vraiment, en tant que psychologue, cet exemple a été marquant, mais nombreuses quand même sont les situations où
Les patients sont arrivés en disant bah voilà ce que je pense pour ma fin de vie. Et puis en fait, ils changent d'avis, que ce soit écrit ou pas. C'est très régulier, ils changent d'avis parce que la réalité fait qu'ils découvrent des ressources intérieures et extérieures. Nous avons des capacités de résilience étonnantes. Bien sûr, nous avons des craintes. Bien sûr, la fin de vie, c'est difficile. Mais la fin de vie, c'est une période potentiellement vraiment féconde et fondamentalement imprévisible. Voilà, malgré la souffrance et la peur, c'est imprévisible. Et aujourd'hui, je pense en tant que psychologue que ces directives anticipées sont vraiment une chance pour les personnes de préparer leur fin de vie, d'y penser et d'en parler et d'évoquer leurs souhaits les plus chers, vraiment leurs souhaits les plus chers, mais que ce ne soit pas un scénario écrit, cloisonné, que ces directives anticipées, on puisse vraiment les modifier, les enrichir, y revenir et les relire avec ses proches et voilà, que ce soit vraiment l'occasion que la fin de vie soit créative jusqu'au bout, puisque la réalité fait que nous avons des capacités d'adaptation, de résilience et des ressources intérieures et extérieures, relationnelles, étonnantes. Voilà, c'est ça que je dirais en tant que psychologue. Un grand merci à Claire Pélissier qui nous a rappelé au fond que nous ne voulions pas être dans la toute-puissance, mais plutôt dans le consentement au réel au fil des jours, une forme d'humilité par rapport à ce réel. Alors il me reste juste à vous dire qu'est-ce qui va se passer après. Après, c'est déjà dans quelques heures maintenant, à peine des tentes Anticipons avant de mourir dans 100 centres-villes. Et je voudrais saluer tous les volontaires d'Alliance Vita qui sont sur le terrain et qui vont aller à la rencontre des Français pour leur poser cette question. Qu'aimeriez-vous faire avant de mourir? Pour écouter leurs réponses avec beaucoup de respect et les faire remonter. Et puis pour leur diffuser ces directives anticipées, ce tout nouveau guide déjà testé. Et nous allons continuer à le faire dans les mois qui viennent. Nous voulons prendre position, bien sûr, sur ce sujet majeur, être un interlocuteur aussi des pouvoirs publics, afin que ces directives anticipées soient conformes aux besoins profonds et réels des gens. Voilà, il me reste à remercier chacun des intervenants. Jérôme Fourquet, qui nous a fait la gentillesse de venir commenter le sondage IFOP qui est révélé aujourd'hui sur ce sujet pour la première fois, qui va, je pense, faire couler pas mal d'encre aussi dans le monde des soignants et chez les pouvoirs publics pour réfléchir à la façon de mieux faire connaître ces directives anticipées. Docteur Marie Vanois et Claire Pélissier, respectivement médecins et psychologues, qui nous ont éclairés sur le terrain. Merci pour l'action que vous conduisez. Et bien sûr, nous étions au nom de l'ensemble de l'équipe d'Alliance Vita, Henri de Sauce, Caroline Roux et moi-même, heureux de vous présenter cette toute nouvelle campagne. Et on est prêt, bien sûr, à en reparler avec vous. Merci de votre attention. Merci aussi à tous ici présents.